Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bienvenue en ce 30 octobre 2023 sur votre plateforme préférée, le lieu par excellence où nous cherchons à nous éduquer et informer humblement nos populations afin d'ouvrir les mentalités. Et donc, nous n'allons pas déroger à la règle, on va tomber directement dans les vifs du sujet et donner le peu d'informations que nous avons. Et comme vous le savez, nous traitons presque tous les sujets et nous nous prononçons pour donner nos avis avec pour objectif d'informer nos populations et d'ouvrir les mentalités, surtout de nos militants, face aux incertitudes même de l'avenir. Et vous aurez pu constater que durant le week-end, Dame Aïcha Koné a publié une chanson en hommage au président de la République. Chose étrange, quand on sait qui Aïcha Koné est, quand on connaît ses convictions, quand on connaît ses actions, cela aura étonné plus d'un. Et donc, il est important pour nous de rappeler, comme disait l'aîné Amadou Kourouma, malheureusement, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Mais le chien peut adapter son comportement en fonction des événements. Cette chanson, loin d'être la démonstration d'un changement profond de Madame Aïcha Koné, c'est carrément le contraire. Pour ceux qui n'ont pas compris, quand j'utilise la brutalité, la violence pour atteindre mes objectifs que je ne réussis pas, je dois changer de posture pour jouer le malin afin d'obtenir le même résultat. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, sachez que le diable lui-même ne se fait pas appeler le diable, il se fait appeler le malin. Celui qui sait manipuler, celui qui sait tromper. Ça, c'est la première marque du diable en personne, sa capacité de tromper. Et Aïcha Koné, subitement, après avoir chanté pour les putschistes, vient aussi chanter pour Alassane Ouattara. Dans un premier temps, on pourrait se demander si elle n'est pas frappée d'une folie dure. Et que non, ce n'est ni la folie, mais c'est simplement de la manipulation. Et donc, d'aucuns diraient, mais si on est comme ça, vous êtes radicaux, bon, si elle chante encore, vous dites, c'est pas bon. Elle est une chanteuse, on ne lui a pas dit de ne pas faire son boulot. Mais nous lui disons qu'elle a mis son art au service du mal. Si aujourd'hui c'est le temps de chanter pour Ado, et les chansons qu'elle a eu à faire pour les Maliens qui souffrent aujourd'hui, quand elle a chanté Assimi,
quand elle a chanté Ibrahim Traoré, quand elle a chanté plusieurs malfaiteurs de l'Afrique, est-ce que ces personnes, aujourd'hui, allaient voir le Mali, allaient voir le Burkina, en tant qu'une concitoyenne, nous ne sommes pas fiers d'elle. Elle qui a encouragé, chanter pour les malfaiteurs, pour maltraiter leur peuple comme au Mali, pour maltraiter leur peuple comme au Burkina. Même si les Maliens sont des gens difficiles, mais il faut reconnaître qu'une Ivoirienne ne devrait pas s'associer à cette image des malfaiteurs pour aujourd'hui amener le peuple du Mali dans la déchéance. Ce n'est pas parce que je ne vais pas vivre une situation que je vais l'encourager. Ce n'est pas parce que je vais obtenir des miettes dans une situation que je vais l'encourager. Et donc, en faisant du mal à travers ces chansons, aujourd'hui, les conséquences, ce sont les Ivoiriens qui les accumulent. Parce que toutes les difficultés qui sont au Mali, au Burkina, au Niger et autres partout, à la fin de la journée, ils viennent alourdir le poids des dépenses publiques de la Côte d'Ivoire. C'est de cette Aïcha Koné que nous sommes en train de vous parler. Et subitement, un matin, elle se lève, elle a changé, elle a fait même une chanson pour essayer de tromper les militants, pour essayer de tromper les partisans du président Ouattara. Et nous appelons nos militants à la vigilance. Aïcha Koné sait très bien en quoi elle est. Souvenez-vous, en août 2022, elle et Laurent Gbagbo ont insulté le chef de l'État au moment où nos 49 étaient pris. Le chef de l'État a envoyé une invitation à Laurent Gbagbo et Yamoussoukro. Mais que non, Dame Aïcha Koné a organisé en complicité avec Laurent Gbagbo un soi-disant concert pour se moquer royalement de l'invitation du chef de l'État. Qui ne connaît pas les positions d'Aïcha Koné vis-à-vis du chef de l'État depuis des lustres. Chers militants, si nous abordons ce sujet-là, cette dame pour nous, on la connaît tellement qu'elle n'a aucune importance pour nous, encore moins sa chanson. Mais c'est pour avertir les militants non avertis qui vont se laisser dans les émotions, qui vont se laisser distraire. Nous sommes en politique. La politique est un jeu très dangereux. Et dans la politique, quand tu t'amuses à baisser la garde, c'est là qu'on te fait ce qui va te faire très mal. Aujourd'hui, derrière cette chanson, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont essayé, Laurent Gbagbo, quand il va venir, Alassane va fuir, c'est comme ça. Quand Laurent Gbagbo va venir, on va utiliser les médias pour le salir. Ils ont déjà utilisé tout ce qu'ils peuvent faire de pire. Et maintenant, il faut utiliser la stratégie du malin, la stratégie de la manipulation, la stratégie de mettre les gens mal à l'aise pour dire, bon, elle a chanté mes plaisirs, mais aujourd'hui qu'elle chante là, mais pourquoi vous ne voulez pas? On ne veut pas parce que elle est un mauvais grain. Et un mauvais grain, une sorcière comme Aïcha Koné, ça ne change jamais. Parce que si elle doit changer, regardez même sa posture avec les jeunes gens sur la toile, à son âge. Il y a un âge pour apprendre, il y a un âge pour exercer ce qu'on a appris, mais aussi il y a un âge pour la sagesse. Si elle a déjà dépassé toutes ces étapes et elle n'est pas devenue sage, c'est pas demain ni après-demain qu'elle va devenir sage. Donc, une telle personne-là, elle peut rester dans ce qu'elle est. Aujourd'hui, elle va se rapprocher avec quelle intention vers le coup présidentiel? Aujourd'hui, elle va se rapprocher. Demain, ne soyons pas surpris que le chef de l'État soit empoisonné ou bien que ses proches soient empoisonnés. Et donc, ne nous laissons pas distraire par ces personnes. La deuxième chose qu'il faut évoquer avant de tomber dans le vif du sujet, c'est que durant le week-end, on a vu beaucoup de cyber-militants, cyber-activistes ou influenceurs ou blogueurs, quel que soit le nom que vous voulez, vous pouvez leur donner. Et beaucoup ont parlé, ils ont critiqué le Kokan en fonction de ce qu'ils savent. Et il est totalement légitime de dire ce que l'on pense puisque nous sommes dans un monde de liberté de pensée. Mais est-ce que les uns et les autres ont pris le temps de chercher à comprendre ce qui s'est passé? Puisque beaucoup se sont plaints que c'est une Camerounaise qui représenterait
les influenceurs, les blogueurs ou encore, si vous voulez, les ambassadeurs de la COCAN ou même de la CAN 2023. Et cela a fait très mal aux Ivoiriens qui se sont sentis offusqués. Et donc, un être humain, quand tu parles, il faut parler de ce que tu sais et il faut rester dans les limites de ce que tu sais. Moi, je ne me base jamais sur ce que je ne connais pas pour parler. Parce qu'il y a toujours cette réalité qu'on appelle la dignité qu'il faut toujours mettre en avant. Et c'est ce qui nous permet de dire à tous, si ce que j'ai dit n'est pas convaincant, apportez mieux pour nous clouer le bec. À la vérité, le COCAN n'est qu'un élément pour rendre cette CAN-là beaucoup plus intéressante. La Côte d'Ivoire n'est que le pays où va se dérouler la CAN. Sachez aussi qu'il y a la CAF, la Confédération africaine de football. La Confédération africaine de football coiffe la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Et cette FIF elle-même coiffe le COCAN. Et donc, si vous êtes conscient de ces structures-là, vous allez comprendre que les décisions qui sont prises ne sont pas des décisions unilatérales. Les décisions qui sont prises là, le COCAN a sa part de décision, la FIF a sa part de décision et la CAF a sa part de décision qui, dans une certaine mesure, est même plus grande que celle du pays organisateur qu'est la Côte d'Ivoire à travers la FIF et le COCAN. Et le COCAN a une décision qui peut influencer le choix de la FIF et les choix de la COCAN elle-même. Je vous ai donné les différentes étapes et les autres. Et moi-même qui vous parle, 3 ou 4 fois, j'ai été au siège de la COCAN. Je suis allé tester la fiabilité du travail qu'ils font. C'était quand j'étais à Abidjan tout récemment. Oui. Et une fois même, j'y suis allé. Et là, avec les cellules de communication, j'ai essayé de tester leur fiabilité et je parlais en anglais. Ils ont pensé que j'étais un membre de la CAF et je les ai bien remués là-bas. Et après, je leur ai décliné maintenant mon identité pour leur dire que je venais tester leur mentalité, la qualité du travail. Et puis on a beaucoup échangé. Et donc j'ai pu voir le sérieux qu'il y a là-dedans. J'ai pu voir aussi les hommes qui constituent, en tout cas le COCAN, pour me rendre compte combien de fois ce travail est sérieux et combien de sérieux y est mis. Et donc sur la question des influenceurs, parce que ce que j'ai dit là, je n'ai pas dit que non, c'est quelqu'un qui m'a dit, c'est ce que j'ai vécu. Je leur ai dit, vous allez utiliser les influenceurs, mais pour quels objectifs? Ils m'ont dit, on va utiliser, et ça, si je vous parle de ça aujourd'hui, je n'aurais jamais parlé, mais puisqu'il y a beaucoup de discussions, je le dis maintenant. Ils m'ont dit, on va les utiliser parce que les influenceurs offrent une voix sincère et proche qui renforce l'impact du message. Or, cette canne-là, c'est une canne qui est chère au chef de l'État, qui veut non seulement rassembler au-delà de la Côte d'Ivoire, mais veut montrer que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays fréquentable, un pays qui doit être l'exemple des autres pays africains, le monde, un pays qui doit être une référence mondiale. Et donc, toutes les couches de la communication, à savoir les médias traditionnels, les médias dans les journaux, les médias sur les plateformes numériques seront utilisés. Et donc, en ce qui concerne les influenceurs, on va les utiliser dans une approche d'authenticité et de proximité. Puisque chaque influenceur a un monde, on va les utiliser et on va pouvoir atteindre un impact plus grand. Et aussi, sur les différentes plateformes, puisqu'il y a la liberté, les gens peuvent parler sincèrement et sont proches de leur public en fonction de ce qu'ils ont déjà créé. Mais ce n'est pas tout. À travers les cyber-militants, ou bien si vous voulez les influenceurs, ou bien les ambassadeurs, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Cela va permettre un accès précis à des niches spécifiques pour arriver à faire des méthodes publicitaires classiques.
On va augmenter la viralité des contenus qui sont partagés et qui seront partagés pour atteindre un plus grand public. Et on va utiliser ces influenceurs-là pour essayer d'agir en termes de marketing et autres pour donner plus de visibilité à la CAN 2023. On va essayer de capturer une audience jeune et digitale et diversifiée. On va essayer de faire tendance sur les réseaux sociaux avec la CAN qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Mais surtout, ce qui tient au chef de l'État, on va démontrer notre capacité en tant qu'un peuple uni. On va démontrer que dans cette compétition-là, on va célébrer l'excellence et on va célébrer une dynamique de fraternité ivoirienne, africaine en général, et aussi rapprocher de façon interactive les communicants. Et donc, c'est pourquoi les influenceurs ou influenceuses ou les ambassadeurs seront utilisés. Et qui sont ceux qui vont être utilisés? C'est ceux qui créent des contenus, c'est-à-dire des personnes qui produisent et qui partagent régulièrement des contenus comme des photos, des vidéos, des stories. Et donc, on va leur demander de faire la même chose pour la CAN. Ceux qui sont engagés dans des causes communautaires, ceux qui servent de relais d'information, ceux qui sont des moteurs de tendance, ceux qui sont aussi des promoteurs de l'hospitalité ivoirienne, voilà ces personnes-là, et même africaines, voilà un peu ces personnes qui seront utilisées. Et donc, parmi ces personnes qui seront utilisées, il n'y aura pas simplement que des Ivoiriens. Parce que je vous ai dit en amont, c'est une compétition continentale. Ça veut dire c'est pour les Africains. C'est d'abord pour la CAF. C'est quand la CAF dit on est d'accord, on va donner ça à la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a ça. Mais toutes les décisions que la FIF et le COCAN vont prendre là, la CAF peut venir dire, bon, nous on aimerait que vous fassiez ça aussi. Ils ont leur avis à donner et leur avis compte fort. Et donc, par exemple, je vais vous donner le nom de certains et je vais aussi prendre le soin de vous donner leur nationalité. Prenez le soin de les compter. Contrairement à ce que beaucoup pensent, qu'on a arraché cela aux Ivoiriens, quand vous-même vous allez finir de faire la balance, vous allez voir, est-ce qu'on n'a pas trop vite fait de juger la COCAN, ou bien est-ce qu'on ne les a pas accusés parce qu'on n'a pas pris le temps de chercher à comprendre comment ils travaillent et le résultat de leur travail. Ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai vécu, mais c'est aussi les informations aussi que j'ai pu prendre avec eux, puisque je les ai appelés directement pour prendre les renseignements vis-à-vis de tout ce qu'on entendait. Et donc, il y a certains qui ont été choisis. Et par exemple, il y a Franck Edja qui a été choisi. Franck Edja, c'est un créateur de contenu, influenceur et ambassadeur du tourisme en Côte d'Ivoire. Et donc, on l'a choisi parce que c'est une bonne vitrine pour faire découvrir le pays hôte qu'est la Côte d'Ivoire. Franck Edja, c'est un Ivoirien. Si tu as un papier, prends, tu mets là-bas, tu fais un trait. Quand quelqu'un n'est pas Ivoirien, là, tu mets ça dans un autre. Quand on va finir, on va compter ensemble. Donc, ça fait 1. Il y a aussi notre sœur et épouse Edith Brou. Elle intervient sur les chaînes de télévision. Elle a été utilisée parce que sa crédibilité en termes d'information et sur les réseaux sociaux a convaincu. Et vous pourrez aussi voir que c'est une Ivoirienne et elle passe sur les télés en tant que chroniqueuse. Ça fait 2. On a aussi Cédric Anoman, qui était jeune entrepreneur, fan de football connu pour sa création de contenu impactant. C'est aussi un Ivoirien. Ça fait 3. On a un autre qu'on appelle Marcelin Dan. Lui, il a été choisi parce que c'est un créateur de contenu à double casquette. Il est artiste-chanteur, il est web comédien ivoirien. Et sa voix porte sur le continent africain et à l'échelle internationale avec son personnage de maman de Dodo. Lui, ça fait maintenant 4e Ivoirien. On continue. Après encore, on a Keyvan Kafana.
Je vous ai dit que les gens étaient choisis par rapport à des critères. Lui, c'est un créateur de contenu bilingue. Évoluant dans le entertainment, c'est-à-dire le divertissement, il est connu pour ses contenus divers, mais aussi ses publications drôles sur Facebook et Instagram. Lui aussi, c'est un Ivoirien. Ça fait 5. Après, nous avons Malik Traoré. Malik Traoré est un nom bien connu dans le monde du journalisme. Si vous avez très bien remarqué, les gens n'ont pas été choisis au hasard. Il y a d'autres qui sont des promoteurs du tourisme en Côte d'Ivoire. D'autres sont des journalistes. D'autres sont des artistes. Il y a des critères bien ciblés. Ce n'est pas seulement parce qu'ils viennent sur Internet pour parler qu'on les a choisis. Il y a des critères bien spécifiques. Par exemple, Malik Traoré, c'est un journaliste sportif. Il couvre les événements sportifs significatifs. Et donc, pour cette capacité, il a été choisi. Et lui aussi, il est ivoirien. Ça fait 6. Je vous ai dit qu'on a choisi les gens en fonction de leur qualité et non en fonction de leur personne. Ça va énerver beaucoup de personnes. Justin Crépin-Gondo a été choisi parmi les influenceurs. Et beaucoup vont demander pourquoi il a été choisi. Il faut reconnaître, aimer ou ne pas aimer quelqu'un, c'est un choix qui est relatif. Mais c'est quelqu'un qui compte dans la société ivoirienne. Il défend aussi des causes de la société. Il utilise ta plateforme à sa manière pour éclairer, pour éduquer, pour mettre aussi les richesses et les diversités de la Côte d'Ivoire en avance. Il a une approche qui est authentique et je dirais même très personnelle, mais on sent de la perspicacité dans ce qu'il fait. Je ne juge pas ce qu'il fait, mais je vous ai dit, si nous-mêmes Ivoiriens, on ne peut pas aller au-delà de nos contingences, de nos diversités, pour nous réunir nous-mêmes, est-ce qu'on peut prouver aux autres qu'on peut réunir l'Afrique ou bien que c'est une canne de la diversité et de l'unité? Et donc, vous allez retrouver des personnes que vous n'aimez pas, mais qui vont bel et bien défendre dans cette canne-là parce qu'on a tenu compte de leurs influences, de leur travail, de leur authenticité, de leur perspicacité à travers ce qu'ils savent faire. Et donc, juste Crépin-Gondo fera partie des personnes qui ont été choisies. Tout comme aussi, ça fait maintenant 7. Tout comme aussi Paul-Yves Etienne, qui est un web humoriste et qui est beaucoup dans l'humour. Et donc, lui, il a été choisi surtout pour l'aspect humoristique. C'est aussi un jeune Ivoirien. Cela nous ramène à 8. On a aussi notre sœur Inès Brazing Girl. Et là, vous verrez que c'est une jeune dame battante. Elle fait de l'humour avec une forte influence digitale. Et les Ivoiriens l'apprécient beaucoup. Beaucoup la connaissent comme Brazing Girl. Et donc, elle aussi, ça nous ramène à 9. Mais ce n'est pas tout. Et donc, puisque c'est une canne, tout ce que j'ai cité là, ce sont les Ivoiriens. Donc, ça vient casser l'idée qu'on n'a pas choisi les Ivoiriens. Et je vous ai dit que nous, on propose pour nous et la CAF, après, envoie pour elle. Et les décisions de la CAF, là, je dirais à 99%, on ne peut pas les contester. Et donc, je viens de citer 9 personnes qui ont été choisies comme les influenceurs et personnes qui vont agir sur la canne. Vous avez bien entendu le nom. Mais il y a aussi, à travers la CAF qui a fait la proposition, d'influenceurs africains étrangers qui ont été aussi choisis pour renforcer l'unité et la solidarité panafricaine. L'unité et la solidarité entre les Africains. Parce qu'il ne faut pas parler des panafricains pour tromper les gens. Et ça, c'est fait pourquoi? C'est pour que ça puisse toucher un vaste public. C'est pour que toute l'Afrique se sente concernée. Pour influencer. Pour que nous apprenions à nous connaître. Pour que nous apprenions à voir nos diversités, mais aussi nos authenticités. Et donc, il y a des figures influentes qui peuvent stimuler l'engagement des fans, et etc., etc. Et parmi ces personnes-là, on a choisi Diana Bouli.
C'est une Camerounaise, youtubeuse, et elle fait effectivement partie des personnes qui ont été utilisées comme influenceurs ou influenceuses dans cette CAN. Mais elle n'est pas la seule. Il y a aussi Sally Poumga, qu'on appelle Sally Crazy. Elle aussi, elle a été choisie. Elle est d'origine malienne. Et donc, elle donne beaucoup dans les tutos et les conseils pour les cheveux crépus, les routines capillaires, etc., etc. Elle aussi a été choisie. Et elle est d'origine malienne, si vous voulez, disons simplement qu'elle est malienne. Et après, donc, les influenceurs, il y a eu l'étape des ambassadeurs ou des ambassadrices. Pourquoi on utilise les ambassadeurs ou ambassadrices? Et donc, sur les 11 personnes que j'ai citées, dans les influenceurs, vous voyez qu'il y a 9 Ivoiriens, une Malienne et une Camerounaise. Et je vous ai expliqué le pourquoi. Ce n'est pas une compétition ivoirienne. C'est la CAF qui commande. Mais la CAF, elle a aussi son mot à dire. Et donc, pour rendre l'événement beaucoup plus international et continental, ces 2 personnes ont été proposées. Mais ce n'est pas tout. En plus de ces 11 personnes que je viens de citer, il y a encore ce qu'on appelle les ambassadeurs et les ambassadrices. Eux, ils ont été choisis pourquoi? Il y a quelle différence entre ambassadeurs et puis influenceurs? J'ai déjà expliqué pour les influenceurs. Je vais vous expliquer maintenant les ambassadeurs ou même les ambassadrices. Quand c'est femme, on appelle ça ambassadrice. Eux, ils ont été choisis pour pouvoir valoriser les sponsors et les partenaires officiels de la CAN lors des événements. Ils ont été choisis pour participer et éventuellement animer les événements liés à la CAN, tels que les conférences et même les inaugurations. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Ils vont aussi permettre les ambassadeurs de transmettre les messages officiels, les annonces majeures et faire des clarifications au grand public. Et on va les choisir pour insister sur les valeurs fondamentales de l'événement, c'est-à-dire l'unité, le fair play et la solidarité. Et parmi ces ambassadeurs que je cite là, il y a notre Olivia Yassé, qui est la reine de la beauté ivoirienne, que je dirais même internationale. Donc on a choisi notre fille Olivia Yassé. Vous la savez, elle a été Miss. Et donc, elle va être choisie parce qu'elle est déjà ambassadeur même du tourisme en Côte d'Ivoire. Elle est Miss Côte d'Ivoire. Elle est mannequin. C'est elle qui va être l'ambassadrice. Et puis, on a encore un de nos frères que beaucoup connaissent sous le nom de Willy Dombo. Et donc, Willy Dombo est un présentateur de télé, vedette, c'est un humoriste, il a une forte influence et beaucoup connaissent WAM et il est beaucoup apprécié par les Ivoiriens. Et donc, voilà, en quelque sorte, certaines personnes qui seront choisies. Et tout cela, ce sont des Ivoiriens, que ce soit Yassé ou ça fait maintenant 13 personnes. Si je ne m'abuse, 9 plus 2, ça fait 11, voilà. 11 Ivoiriens. Mais ce n'est pas tout. Même au niveau même du sport, on a aussi choisi. Sinon, je vais dire le Kokan, ils ont aussi fait des choix là-bas. Comme le Papato sportif, qui a été choisi. Sinon, il y a plusieurs, mais on ne peut pas choisir tout le monde. Et etc., etc., on aurait pu continuer. Et donc, ce que moi, je peux dire à tous ceux qui se plaignent, moi-même, là, je n'ai pas été choisi. Je crois que chacun a sa chance. Et ne rendons pas les choses difficiles à la Kokan. Maintenant, essayons de voir notre contribution pour essayer d'améliorer cette compétition. Est-ce que notre posture de dire qu'on va saboter, est-ce qu'aujourd'hui elle rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État? Vous savez que je ne suis pas dans la langue de bois et je n'ai aucun intérêt avec le Kokan. Ben, je suis en train simplement de faire cette annonce-là pour que certaines personnes qui ont vite fait de critiquer évitent
de se laisser embobiner et de se laisser aller dans l'erreur pour ne pas que demain elle puisse regretter. Tout ce que je viens de vous citer là, à part Diana Boulay, Crazy Sally, il n'y a pas d'autres étrangers dedans. Il n'y a pas d'autres étrangers dedans. Donc dire qu'on nous a arraché notre canne, sincèrement, ce n'est pas vrai. Dire que les gens n'ont pas été pris, oui, tout le monde ne pouvait pas être pris. Mais ceux qui ont été pris en fonction de certaines caractéristiques que je viens de vous évoquer. Et donc, est-ce pour autant qu'il faut forcément se battre pour que tout le monde soit dedans? Si tout le monde doit être dans quelque chose, c'est que cette chose-là ne peut pas avancer. Et donc, il faut savoir raison garder, ne pas tomber dans les émotions et se faire harakiri soi-même. Et certainement que le COCAN verrait donc, dans un aspect beaucoup plus national, va s'entourer avec certains influenceurs ou certaines personnes. Ça, c'est un choix qui est propre à eux. Mais pour ma part, pour avoir été là-bas à Abidjan, pour avoir parlé avec eux, et pour les avoir appelés, pour me renseigner, et pour les appeler, ce n'est pas difficile. Si tu es hors de la Côte d'Ivoire, tu fais le plus 225, 27, 21, 59, 84, 30. Ou mais si ça c'est difficile, tu les écris au email contact @cocan2023.ci et tu vas les joindre et tu vas vérifier ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit là, vous n'allez pas voir ça dans le grand public pour l'instant. Mais essayez de garder ce que j'ai dit et puis demain venez dire ici c'est faux ou bien tu as menti aux gens. Et donc on va s'arrêter sur ce sujet pour passer directement à nos sujets politiques. Et là, on va aller un peu plus vite pour pouvoir donner la parole aux gens, puisque c'est lundi, on doit le travailler. Et déjà, on va commencer avec le problème des Libanais. Et après les incidents malheureux qui se sont passés à Cocody, on a lancé un sondage à travers Kouassi, avec la question suivante. Affaire un Libanais tire sur un jeune, faut-il revoir la loi sur le port d'armes? Il y a 2953 personnes qui ont participé. On a lancé le sondage le 23 octobre 2023. Sur les 2953 personnes qui ont participé, il y a 2226 qui disent oui, il faut qu'on revoie la loi sur le port d'armes. Ça veut dire il faut qu'on change. Et eux, ils représentaient 75%. Il y a 710 personnes qui disent non, qu'il ne faut pas qu'on change, que ça doit rester comme ça. Eux représentent 24%. Et il y a 17% qui sont restés sans avis, ce qui représente 1%. Et donc, le verdict est clair. Aujourd'hui, les Ivoiriens que nous sommes voudrions que nos dirigeants prennent en compte nos doléances pour changer la loi sur le port d'armes et surtout interdire aux étrangers le port d'armes, puisque nous avons confiance en notre armée, à nos forces de défense. Vraiment, de la même manière que les Ivoiriens sont protégés et nous avons confiance en nos autorités sécuritaires, les étrangers qui décident de venir vivre en Côte d'Ivoire devraient eux aussi faire confiance à la Côte d'Ivoire et en ses dirigeants sécuritaires. Sujet numéro 2. Le port de Cotonou n'accepte plus les marchandises à destination du Niger. Plus de 3 mois après le coup d'État au Niger, les conséquences économiques continuent de se faire ressentir dans toute la région, et notamment dans l'un des partenaires commerciaux majeurs de Niamey, le Bénin. Le corridor qui part du port de Cotonou jusqu'à la capitale nigérienne est l'un des principaux canaux d'approvisionnement en denrées. Mais depuis les sanctions de la CEDEAO, les frontières sont fermées. Et sur le quai du port de Cotonou, les marchandises à destination du Niger s'accumulent, au point que les autorités portuaires ne les acceptent plus. Selon un document signé de main du directeur du port, Cotonou n'accepte plus aucune marchandise à destination du Niger depuis ce mercredi. Ça est le mercredi passé. Et ce jusqu'à nouvel ordre. Ce courrier dont RFI a eu connaissance cite des raisons opérationnelles et de congestion. Ça veut dire qu'il y en a trop. C'est bloqué comme de la monnaie est bloquée avec mon rhume là. Depuis le coup d'État et la fermeture des frontières avec le Niger, les contenus s'accumulent sur le port, au point que les autorités proposent des alternatives aux transporteurs, commercialiser les marchandises au Bénin, trouver d'autres itinéraires pour rejoindre Niamey ou encore les réexpédier. Selon un récent rapport de la Banque mondiale,
D'autres ports de la région devraient bénéficier de la fermeture du corridor Cotonou-Niamey, comme celui de Lomé au Togo. Une source togolaise précise d'ailleurs que l'activité du port de la capitale a augmenté, plus d'1 million de tonnes et 28 000 conteneurs à l'importation sur la période janvier-octobre par rapport à l'année dernière. Notre source précise que cette croissance est probablement liée à la fermeture des frontières Bénin-Niger. C'est une information tirée de RFI Afrique publiée le 27 octobre 2023 à 1h56. Et donc le sujet il est simple et clair. La frontière entre le Bénin et le Niger est fermée. Et pour ceux qui s'en doutaient encore, je suis revenu sur l'information pour les rassurer. Sujet numéro 2. Le concept de démocratie devrait-il être déconsidéré en Afrique comme l'écrit l'auteur de cet article? Et là, pour comprendre de quoi nous sommes en train de parler, comprenez vite qu'on a un journal en ligne qui s'appelle Le Point. C'est un journal français et dans l'une de ses parutions, ce journal, Le Point, a écrit ceci. Afrique est le déchantement démocratique. Analyse dans de nombreux pays africains, le concept même de la démocratie est aujourd'hui profondément déconsidéré. C'est le journal Le Point qui parlait de cela et le père Alexis Diette a pris le temps de nous faire une analyse de la situation. Et donc, il se pose la question de savoir, le concept de démocratie, entre guillemets, est-il vraiment déconsidéré en Afrique comme l'écrit l'auteur du journal Le Point? Est-il vrai que les régimes politiques précoloniaux africains étaient régis par la force et l'arbitraire? Il pose la question de savoir, est-ce qu'il est vrai que les régimes politiques qui ont précédé la colonisation, qui sont venus avant notre colonisation, là, est-ce que ces régimes-là utilisaient la force, la dictature pour diriger nos parents? Ça veut dire avant que les Blancs ne viennent en Afrique, là, est-ce que c'est la dictature, c'est la force que nos parents utilisaient pour pouvoir vivre en société? N'est-il pas pertinent de se poser la question suivante? Qui a intérêt dans l'Afrique postcoloniale à ce que la démocratie, autrement dit le régime de libre choix et du contrôle des gouvernants par le peuple, soit déconsidéré? Il dit, pour bien comprendre si nos ancêtres nous géraient dans la dictature, dans le despotisme, il dit, il faut reposer la question sous une autre forme pour dire, dans l'Afrique d'aujourd'hui où nous vivons là, qui sont ceux qui ont intérêt à ce que la démocratie ne soit pas promue? Qui sont ceux qui ont intérêt à ce qu'on dise que la démocratie a échoué? Parce que la démocratie, par définition, c'est le libre choix du peuple et aussi du contrôle de ses gouvernants par le peuple. Si vous arrivez à indexer les personnes qui ont un avantage à ce que on ne permette pas à nos peuples librement de choisir leurs dirigeants et de contrôler les gouvernants, si vous arrivez à indexer ces personnes-là, ce sont ces personnes qui ont intérêt à ce que la démocratie ne soit pas promue en Afrique. N'assistons-nous pas, en ce rejet de la démocratie, à la stratégie conservatrice d'une nouvelle classe sociale, particulière qui entend se réserver les prérogatives du pouvoir politique au détriment du peuple? Il dit, si vous arrivez à indexer ces personnes-là, vous verrez que c'est une nouvelle race d'individus qui veulent plutôt arracher les droits de la population, le droit de se choisir librement des dirigeants et le droit de pouvoir contrôler les dirigeants. Ces personnes qui sont contre la démocratie, ce sont elles qui veulent aujourd'hui arracher ces droits-là aux populations pour essayer maintenant de s'imposer à ces populations africaines. Par quelle catégorie sociale postcoloniale africaine le concept de démocratie est-il donc déconsidéré? Et donc, il repose la même question. L'est-il par les peuples postcoloniaux ou par les élites postcoloniaux qui prétendent à l'exercice du pouvoir d'État? Il faut qu'on pose bien la question. C'est quelle catégorie d'Africains qui voient mal la démocratie? Est-ce que ce sont les peuples
Ou bien est-ce que ce sont certains dirigeants ou bien certains aspirants à diriger qui prétendent que la démocratie est un modèle qui a échoué? Cette déconsidération de la démocratie vient-elle du bas des sociétés postcoloniales ou du haut des sociétés dans certaines couches dirigeantes? La réponse est toute simple. La décision de dire la démocratie ne fonctionne pas ne vient pas du bas peuple, vient des putschistes, de ceux qui ont enfreint aux droits et aux règles de leur société et qui veulent maintenant se faire bonne conscience. Mais puisque tu as déjà violé le droit, il est toujours plus facile pour toi d'aller dans le non-droit, dans la violence, dans l'anarchie. Et donc, simplement, ces personnes ont tout intérêt à transformer l'anarchie en valeur philosophique. C'est pourquoi vous les verrez vous dire, on n'aimerait plus que quelqu'un fasse un coup d'État. Parce qu'au fond, eux-mêmes, ils savent que les coups d'État ne sont pas bons. Mais en même temps aussi, ils n'ont pas le courage aussi d'organiser des élections démocratiques. Parce qu'à travers une élection démocratique, où le peuple doit choisir librement ses dirigeants, ils savent très bien qu'ils seront désavoués. Donc en réalité, ils sont pris entre deux feux. Le feu de leur passion de rester au pouvoir et le feu d'être brûlés s'ils prennent le risque d'aller à des élections. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc vilipender la démocratie et mettre ça dans la tête du peuple que la démocratie ne fonctionne pas et donc il faut rester dans un statu quo. Sous la perspective de l'intérêt, la réponse à ce questionnement coule de source et c'est ce que je viens de vous définir. Le concept de démocratie est déconsidéré par certaines élites postcoloniales modernes. Certaines couches dirigeantes qui ont intérêt à ce que la dévolution du pouvoir s'opère selon les critères autocratiques et oligarchiques. Tous ceux que vous voyez en train de dire aujourd'hui que la démocratie est une mauvaise chose sont ceux qui ont intérêt à pouvoir maintenir leur pouvoir de façon dictatoriale ou bien des personnes qui ont déjà créé une certaine oligarchie. C'est-à-dire ils ont créé un monde avec leurs camarades. C'est eux seuls qui bénéficient des aspects économiques et des avantages au détriment du grand peuple. Et donc, tant que eux, ils peuvent profiter avec leurs amis, la démocratie, ils n'en ont que faire. Cette déconsidération permet à ces élites postcoloniales africaines de justifier sous le masque de revendications identitaires et pour leur profit personnel l'installation de pouvoirs autoritaires au détriment du peuple. Mais tous ces grands mots qu'ils disent, il y a une chose qu'ils veulent cacher, ces dictateurs, c'est qu'ils sont dans un combat personnel. Ils ne sont pas dans un combat pour leur peuple. Ils ne sont pas dans un combat pour libérer l'Afrique. Ils sont simplement dans un combat pour protéger leur propre peau. Prenez par exemple Assimi Goïta, qui a pris Wagner pour se protéger. Mais les Maliens aujourd'hui voient que Wagner protège bien Assimi, mais tue les Maliens. Ça doit être un signal d'alarme. Vous n'entendrez jamais que Wagner a tué un dignitaire au Mali, mais ce sont les pauvres populations que Wagner tue. Même chose en Centrafrique, même chose dans beaucoup de partis. La déconsidération, il faut plutôt l'appeler le dénigrement de la démocratie représentative par certaines élites postcoloniales africaines est une stratégie de contournement et de résistance au changement social. En réalité, ces personnes ont peur du changement parce qu'elles savent que si changement il devrait en avoir, elles ne résisteraient pas. Et elles n'ont pas les arguments d'aller vers un changement si nous utilisons la voix du peuple, l'expression collective du peuple, pour demander qui voulez-vous comme dirigeant. Ces personnes ne tiendraient pas. Et donc il faut dénigrer la démocratie pour permettre aux catégories sociales qui ont choisi cette voie-là de conserver leur pouvoir, même si ces pouvoirs ont été acquis dans l'illégalité. Mais la première chose qui saute à l'œil, c'est que cette stratégie, c'est un jeu contre le peuple. On met le peuple dans un statu quo hanté de l'anti-modèle colonial d'État autoritaire et inconstitutionnel. On met le peuple dans une situation où on ne va ni devant, ni derrière, il n'y a pas de changement, on est là, on se regarde, comme le cas aujourd'hui au Mali.
Il n'y a pas courant. On dit non, ce sont les gens qui ont volé. Mais toi-même, la ministre, tu as été prise pour venir faire quoi? Non, j'ai été pris pour venir dire ce que les gens font. Non, les gens volent. Les gens volent. Ben, on ne prend pas un ministre pour venir nous dire ce que les gens font. On prend un ministre pour venir donner la solution. La démocratie postcoloniale africaine ne peut qu'être pluraliste et socialement représentative. Le père Alexis Diet nous dit que la démocratie, surtout en Afrique, n'a qu'une seule voie. Elle doit être à la disposition de tous et toutes les couches sociales doivent être représentées. La démocratie précoloniale africaine des États lignagés ethniquement homogènes était une démocratie à représentativité communautaire. Il dit, ce qu'il dit là, ce n'est pas un fait nouveau. Avant que nous n'entrions en contact avec les Blancs là, on avait nos royautés, mais on fonctionnait par communauté. Et donc, vous verrez les grands groupes ethniques et chacun se reconnaissait dans un groupement homogène, c'est-à-dire que je suis de telle communauté. Voilà comment les gens se reconnaissent. Je suis Mossi, je suis Mandinga, je suis Akan, je suis par exemple Bron, je suis Tan, je suis par exemple Bassa. Voilà comment les Africains se reconnaissaient. On se reconnaissait dans un grand groupe. Je suis Kran. C'est un exemple que je prends. Et donc, voyez-vous, c'est dans cet aspect-là que les gens se reconnaissaient parce qu'ils avaient confiance en la structure qui représentait tout le monde. Mais aujourd'hui, on nous dit non, des individus viennent pour faire leur promotion personnelle et on nous fait croire que c'est ça, la démocratie. L'État y représentait la nation traditionnelle, la nation ethnique et incarnait la souveraineté. Et cela marchait bien parce que la nation ethnique incarnait la souveraineté. La démocratie postcoloniale africaine, des États multi-ethniques et multiconfessionnels, aux populations hétérogènes, ne peut nécessairement qu'être une démocratie pluraliste et représentative sociale. Aujourd'hui, quand on prend nos pays africains, où on a plusieurs ethnies, avec plusieurs religions et plusieurs ethnies parsemées, on n'a qu'un seul choix, c'est de faire une démocratie directe, où toutes les couches de la société se sentent impliquées. Et en fonction de ça, on va en arriver à une idée de nation et d'unité. L'État central, le pouvoir politique, ne peut que y représenter les diverses catégories socio-professionnelles qui forment le peuple de son territoire et en incarner la souveraineté. Et donc, un pouvoir qui veut être fort doit être capable d'avoir en son sein toutes les catégories sociales, professionnelles, pour pouvoir être fort, pour incarner la diversité, mais aussi de cette diversité, la souveraineté même. C'est ça aussi qui s'impose à nous autres Africains aujourd'hui. La tâche politique centrale de cet État est d'y bâtir un peuple, une nation, et à partir de la diversité des ethnies et des confessions du territoire. Parce que le rôle, en faisant de la diversité et l'ajout des différentes couches socio-professionnelles, si on arrive à construire un grand corps, cela donne une force politique au gouvernement central. Et ce gouvernement central-là va maintenant appuyer sa légitimité en travaillant et en construisant une nation. Il doit, à cette fin, mobiliser l'économie et la politique dans l'œuvre de développement qui est un travail d'intégration nationale et de modernisation. Et donc, à cette fin-là, donc, il faut mobiliser toutes les intelligences des différentes couches socio-professionnelles. Il faut mobiliser l'argent, il faut mobiliser la politique et mettre tout cela au service du développement. Et dans ce développement, on va donc inclure toutes les catégories de notre nation et surtout avec pour objectif d'arriver à la modernisation. Et c'est exactement ce que le président Ouattara fait aujourd'hui. La notion de démocratie à l'africaine, entre guillemets, des néo-autocrates post-coloniaux africains
permet à ces derniers de refuser à la fois les marqueurs de démocratie africaine précoloniale et de la démocratie pluraliste moderne. Il dit, mais ce qui est étonnant avec les soi-disant panafricains de 2022, ou bien encore les russophiles, ou bien encore les soi-disant devenus conscients d'eux-mêmes subitement, qui aujourd'hui expliquent aux Africains que non, eux, c'est eux qui savent comment les Africains doivent vivre, c'est eux qui aiment les Africains plus que les Africains eux-mêmes. Il dit aujourd'hui, quand on les regarde, il y a deux critères qui sautent à l'œil. C'est que d'abord, ces personnes-là sont loin du modèle de la démocratie que les Africains pratiquaient entre eux-mêmes, comme je vous ai expliqué en haut, et ont été incapables d'appliquer la démocratie moderne que les Occidentaux ont emportée. C'est-à-dire, eux n'ont pu appliquer ni ce que nos ancêtres ont fait, et ils n'ont pas pu aussi appliquer ce que l'Occident est venu nous proposer. C'est eux qui violent les constitutions. C'est eux qui refusent les élections. C'est eux qui veulent contrôler la société. Alors qu'on vous dit non, c'est la société qui doit contrôler les dirigeants en les mettant au pouvoir par le choix démocratique et en contrôlant leur travail. Et ils font de l'oligarchie en choisissant des groupes d'amis pour s'imposer à la tête de l'État contre l'intégration politique de notre pluralité sociale, c'est-à-dire des différentes couches de la population, contre les différentes couches socio-professionnelles et contre même les différences culturelles. Et donc, une fois qu'ils se mettent dans ce carnaval-là, tous les investissements économiques, la redistribution des richesses et les œuvres du développement tombent à l'eau. Allez voir aujourd'hui quelle est la dernière fois où il y a eu un acte de développement au Mali, au Burkina, ou bien encore en Guinée ou au Niger. Et là, vous allez remarquer que ces personnes, dès qu'elles viennent là, il n'y a plus de développement. On ne parle plus de développement, on ne parle plus de redistribution des richesses, on parle simplement de flactu vocis. On parle de vuvuzela politique, on parle pour impressionner, on parle pour perdre du temps au peuple. Et malheureusement, les peuples qui se sont condamnés à ce schéma-là vont le vivre très durement. Mesdames et messieurs, nous avons terminé et on va plus tarder, vu que nous devons aller au travail. On va laisser la parole aux uns aux autres et sans exception, tous ceux qui veulent s'exprimer, on va leur accorder 10 minutes maximum. Ceux qui vont finir avant, ce sera chose intéressante. Et donc, ceux et celles qui voudraient prendre la parole, nous sommes à la 42e minute de là où vous vous trouvez. Donc, jusqu'à la 47e minute, nous allons avec 43, jusqu'à la 48e minute, si vous voulez la parole, signalez-vous. On va vous l'accorder selon nos possibilités. Mais soyez dans le temps, soyez dans les 5 minutes jusqu'à la 48e minute. Tous ceux qui vont pouvoir signaler qu'ils veulent parler, on va leur donner la parole. Et si les choses vont bien, qu'il n'y a personne pour parler, on pourra aussi mettre fin au direct le plus tôt possible pour gagner en temps. Et donc, je remercie tous ceux et toutes celles et donc, on va aller rapidement déjà avec les premières personnes qui se signalent. Alors? Oui. Allô? Oui, comment allez-vous, cher grand-mère? Alhamdulillah, et tout va bien, mon doigt. Ok, Dieu merci. Et donc, on va vous laisser vos 10 minutes pour pouvoir vous exprimer. Ok, merci beaucoup d'avoir me donné la parole, mon doigt. Il n'y a pas de problème.
Alors? Alors? Allô? Oui, on vous avait perdu. Ouais, vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend parfaitement. Allez, merci beaucoup, mon Yep. doyen, d'avoir me donné la parole. Bonjour, la classe éclairée pro vérité. Bonjour les Chao, bonjour les Mao. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour à toute l'Afrique. Et voilà nous aujourd'hui à nouveau pour essayer d'interpeller les autres et les uns et les autres. Merci beaucoup mon général. Aujourd'hui, moi j'ai un message sincèrement qui me tient à cœur. Il faut que je passe le message. Et le message, je crois que ça sera bien apporté sur notre plateforme. Aujourd'hui, j'ai constaté que on a un problème, nous les Ivoiriens. Il faut qu'on essaye de corriger ces problèmes-là. Aujourd'hui, voilà une vieille dame Poclé qui vient de faire un son pour mon président que j'aime d'ailleurs, que je suis fan de lui, qui est le Prado. Et mon message, ça va essayer, je donne à tous les Ivoiriens et je vais donner mon message aussi à mon président que j'aime autant, qui est monsieur le président de la République, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Lovier, vous nous avez dit qu'on devait être un Ivoirien moderne, un Ivoirien nouveau. Et aujourd'hui, vous avez avant-hier, pardon, vous avez promis aux Ivoiriens qu'en période 2020-2025, la Côte d'Ivoire sera un pays émergent. Oui, Lovier, vrai là même là. Tellement pays là émergent même là, pour finir, nous-mêmes, nos cerveaux là, ça a émergé. Et tellement que ça a émergé, Lovier. On a les faits aller là pour brûler même ceux qui ne veulent pas voir cette émergence-là. Et aujourd'hui, moi, j'ai un message à vous dire, le vieux, pour dire que la vieille Poclé qui s'appelle, je ne sais pas comment elle s'appelle, parce que si je dis son nom, vrai là même, ça me choque. Elle s'appelle Aïcha Koné. Cette vieille Poclé là, le vieux, Wallah, Bilal, le vieux, si vous avez aimé seulement ta chanson qu'elle vient de faire là, le vieux, vos mots d'IA d'abord. Ça, c'est pas trop dit. Il faut choquer pour éduquer. Et aujourd'hui, je dis à tous les Ivoiriens, je dis bien les Ivoiriens, parce qu'il y a des Ivoiriens et il y a ceux qui ne voient rien. Nous voyons tellement qu'on ne va rien lâcher. Mon message aujourd'hui, c'est pour dire aux Ivoiriens que Aïcha Koné là, nous, on ne veut pas sa chanson aujourd'hui, on ne veut pas sa chanson demain, on s'en fout d'elle-même d'abord même. Qu'elle ait fait sa révolution, qu'elle a soutenu en Guinée, au Burkina, ils n'ont qu'à aller faire les révolutions là. Ça, c'était mon message pour donner à la vieille Poclé là. Parce que où je suis là, je n'ai pas incité. En tout cas, j'ai fait un petit mot en italien. Aïcha Koné, c'est figlio di puttana de la misère. Ça, c'est pour Aïcha Koné. Deuxième des trucs, Chao. Vous avez essayé d'éclairer, parce que vous-même, vous êtes des éclaireurs pro-vérité. Vous avez éclairé l'antenne aujourd'hui pour dire à les Ivoiriens qui sont là faire roi sur les réseaux sociaux pour dire que non, Mamie est l'auto, José est Mauritanien, que les Camerounais là, la fille qu'ils ont choisie en tant qu'une influenceuse au Cameroun, ça ne plaît pas, ça déplaît à beaucoup de personnes. Ok, les Ivoiriens, je vais vous dire que oui, c'est vrai, nous les Ivoiriens, en première vie, ça doit nous choquer. Mais ce que vous ne savez pas là, c'est dent pour dent, œil pour œil. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays, que vous le voulez ou pas, c'est le pays qui fait les choses du jamais vu au monde. Depuis tant de Félix Houphouët-Boigny là, nous on est nés, on est venu trouver ça. Et si aujourd'hui, ils sont allés prendre quelqu'un au Cameroun, mais estimez-vous heureux? C'est que nous, on n'est pas même chose comme les Camerounais. Et ça, cela ne veut pas dire aussi qu'on ne va pas les loger. Mais on va les loger bien, mais avec nous, nos intelligences. C'est-à-dire, jamais on va toucher à quelqu'un, on va même les supporter. Mais s'ils ont perdu, ou bien s'ils là, on va dire, oh, et puis on va y aussi les drapeaux. Ah oui, on va faire ça. Ça, c'est mon message au niveau de ceux qui sont là traînés pour dire non. Non, la canne là, c'est pour tout le monde entier. Et nous faisons la publicité pour que nos pays soient bien vus. Inch'Allah, ça va se passer. Et mon dernier message, c'est pour dire aux Ivoiriens que nous, on regarde, on n'est pas là à l'école. Mais aujourd'hui là, Papa Aldo là, il nous a émergé quand nos cerveaux là, ça a émergé. J'ai regardé les documentaires de 1945, quand les Blancs, les Allemands ont attaqué la France. Il y a des collaborateurs français qui se sont ajoutés sur les Allemands pour essayer de déstabiliser la France. Mais
Mon chef, je vais vous dire la vérité. Après tout ça, là, quand la France a été herdée par nos parents pour essayer de libérer la France, qu'est-ce qui s'est passé? On appelait ça la chasse aux sorcières. Et nous, on va dire aux Ivoiriens qui disent aujourd'hui que les pays là, Mali est mieux que nous, nos pays là. Nous, on va leur dire que aujourd'hui, Aïcha Koné est revenu, non? Nous, on ne fait rien à lui. Mais tous ceux qui sont là dénigrer la Côte d'Ivoire, Wallah, Louvier, vous voulez la paix. Mais nous, là, on veut la guerre. Il faut qu'on dise à ceux-là comme ça que nous, on veut la guerre. Mais nous, on est là pointer les points sur les i pour dire, après tout, là, quand ça sera bien glacé, ça sera bien jour, là. On va se voir dans le pays, là. On ne va pas les laisser aujourd'hui, on ne va pas les laisser demain. Et comme ça, quand le message sera passé, ils verront que vraiment, aujourd'hui, c'est eux. Mais demain, là, on va aller les coutou-coutou. Sur les de Paris, t'inquiète, frère. Tu te dis, tu es ivoirien, non? Nous-mêmes, on va te montrer où tu es quitté. Et mon dernier message, mon président, mon commandant, c'est pour dire, le choix a été bien fait. Mais comme nous sommes les Ivoiriens qui sont émergés, nos cerveaux sont émergés là, on veut dire à ceux qui choisissent au moins les influenceurs là. Moi, j'ai quelqu'un à proposer. Le choix est déjà fait, hein, mais trouver un petit moyen pour ces choix-là. Car Willy Domo, en tout cas, ils ont bien vu ça. Oui, ils méritent ça. Il n'y a pas Yaya dedans, je suis d'accord pour ça. Mais ils ont manqué un mouchi. Parce que Côte d'Ivoire, là, nous, on a nos Français, on a ivoirisé la langue française. Et celui qui sait mieux le faire, là, tout le monde le connaît sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Big Douaou. Non. Frère. Oui. Je n'ai pas tout dit. Hein. La page de Big Douaou était sponsorisée pour la CAN. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, il y a aussi que il y a aussi Stony, les bails de Stony aussi. Il y a du travail qui est fait, mais les gens ne se renseignent pas en fait. Ok, voilà. Non, ça seulement. Mon doyen, c'est pour dire que nous sommes des élèves, mais nous voyons, on regarde tout et puis on peut mieux proposer. Big Douaou, c'est quelqu'un, frère, son français qui parle là. Moi, il y a des Français ici. Tellement j'aime mon pays, grand frère. Il fait publicité. Actuellement, il y a presque 20 et quelques personnes qui ont déjà pris les billets pour aller en Côte d'Ivoire, qui sont des Français. Et moi, je sais que c'est ça que je peux faire pour mon pays. Ça, c'est le premier des trucs. Et grâce à Big Douaou, frère, ces derniers-là, on me dit, mais attends, vos ragots là, c'est intéressant. Hein? C'est Big Douaou qui prend son français ivoirien et puis il fait publicité de Côte d'Ivoire. Et puis même ceux même que ça chauffe là, même pour finir, même ils sont engagés. Big Douaou, il te respecte aujourd'hui, il te respecte demain pour l'amour que tu as pour ton pays. Ça, c'est mon message à passer à les Africains, c'est mon message à passer à les Ivoiriens pour dire, nous sommes un peuple accueillant, quand on a grandi, nous avons grandi dans un environnement où on nous a mis aimer les autres d'abord. Et tellement que les Ivoiriens allaient loin dans cette procédure-là et qu'on s'oublie nous-mêmes. Mais on va aller au cimetière. C'est là-bas on va aller partager nos gains là. Là-bas là, si tu n'es pas Ivoirien, même si on dit d'aller au cimetière là, c'est un message codé. Tu ne vas pas accepter des parties. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous on va essayer les Maliens ou les Guinéens ou quoi. Nous on connaît. C'est des autres là qui ne connaissent pas. C'est nous, on a donné nos poitrines. Mais aujourd'hui, là, on en a marre. Et on a tellement de choses dans nos cœurs. On va rendre les monnaies, Inch'Allah. Merci beaucoup, mon général. Bonne journée à tout le monde. Et que demain soit un jour pour nous tous aussi. Merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment pour ce que vous avez dit. Merci pour votre message. Je vous souhaite vraiment un bon début de semaine et que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci beaucoup. Merci infiniment.
Allô, bonjour Clara. Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Dieu Et merci. vous-même, votre voix est un peu, on va dire, un peu quand même, Effectivement, moi, un peu basse. effectivement, ce sont les effets du rhume. Ok, j'espère que Ça ira. ça ira. Ça ira. Et puis, je souhaite que ça aille, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je dis merci au commandant Nyakou Pakoum avec sa belle intervention. Je salue toute la classe et toutes les personnes présentes aujourd'hui. Et... Oui, Clara, je vous ai entendu parler de Aïcha Koné. À vrai dire, quand j'ai vu l'apparition de cette nouvelle chanson où j'ai en plus vu Ado Merci, franchement, ça m'a quasiment mis dans tous mes états. Mais j'ai réussi quand même à me calmer et essayer de comprendre tout ça. Mais ce que j'en retire au finish, c'est simplement de la personne, ce que j'en retiens, c'est une hypocrite qui ne sait même pas, qui sait rien faire pour cacher son hypocrisie. Et puis, j'allais dire à Aïcha Koné, comment peux-tu avoir tout cet âge, un âge de grand-mère, avec tout le parcours que tu as eu, et encore à cet âge-là, tu ne sais pas tu ne sais pas te contenir, tu ne sais pas te ranger, mais tu es une honte, Aïcha Koné. Tu es une honte pour la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin que tu chantes pour le président. S'il te plaît, retire cette chanson. Retire cette chanson d'hypocrite, s'il te plaît. On sait pourquoi tu travailles, pour qui tu travailles. Et c'est pas avec ça que tu vas venir nous faire la ruse. Arrête, Aïcha Koné. Il y en a marre de toi. Vraiment, il y en a plus que marre de toi. Qui sont tes conseillers qui n'arrivent pas à te donner les conseils qu'il faut à ton âge où tu as pour que tu saches te ranger? Mais quelle honte avez-vous, toi, ton clan, ta famille et toutes les personnes qui t'entourent, qui ne sachent pas vraiment quoi te dire pour qu'au moins tu t'effaces de la vue des gens? Aïcha Koné, franchement, tu deviens une merde à la fin. Je suis désolée de le dire comme ça, mais il faut le dire. Tu nous fatigues, tu nous énerves, franchement, retire ta chanson. Malheureusement, tu peux encore captiver certains esprits faibles qui ont dit « Ah oui, elle a changé, pourquoi vous vous plaignez encore? Quand elle ne chante pas le président, qu'elle chante d'autres personnes, vous vous plaignez, palati palata. » Malheureusement, pour ces personnes-là, elles peuvent être encore ta proie. Et tu vas réussir facilement à captiver effectivement ces esprits faibles-là, qui eux aussi viennent encore rajouter à notre nervosité. Franchement, Aïcha Koné, retire ta chanson. Avant même que tu la fasses, on pouvait déjà lire dans ta trajectoire. Ce qui est derrière, c'est que tu es en train de faire ta soi-disant chanson de remerciement, je ne sais pas quel remerciement subitement, tu as besoin de le faire au président Ado, mais franchement, on a su lire dans ta trajectoire et on sait pourquoi tu es là, on sait ce que tu recherches, on sait ce que tu caches, mais si seulement la honte tu es, franchement, tu en serais déjà morte. Et malheureusement, tu es encore là et tu nous pompes les nerfs. Et Claire, merci d'avoir mentionné Aïcha Koné au passage. Merci beaucoup. Alors? Alors? Oui, j'en ai fini. Merci beaucoup. Désolé. Ok. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter un excellent début de semaine et bien des choses à toute la famille. Mais oui, pareillement à vous aussi. Et merci puis, admin par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, chère mère. J'ai dit bien des choses à toute la classe aujourd'hui encore pour leur présence. Bye. Merci beaucoup.
Alors? Oui, bonsoir, cher frère. Bonjour, cher Daniel, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Dieu merci, tout va très bien. Ok, Dieu merci. D'accord, vous avez la parole. Ok, très bien. Merci, cher frère éclaireur pro vérité. Merci à tous les EPV. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci spécial au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Merci à tous les partenaires et amis de la Côte d'Ivoire. Chers frères éclaireurs, merci à vous pour cette belle émission de culture, d'information. Et donc, aujourd'hui, je vais intervenir très rapidement. D'abord, je vais commencer par l'influenceuse Diana Bouli, qui est camerounaise, qui a été choisie comme ambassadrice par la COCAD. Je crois que nos compatriotes, il faudrait qu'on leur explique certaines choses pour qu'ils comprennent aussi rapidement le bien fondé de ces choix-là. Nous sommes dans en tout cas, à l'approche d'un événement assez capital pour notre pays. Et donc, c'est l'image même de notre pays qui sera vue de l'extérieur. Et donc, on ne peut pas se cantonner que sur nous seuls pour pouvoir faire pour pouvoir transférer ce message-là, pour pouvoir, on va dire, présenter le visage de notre pays au monde entier. Alors, si on choisit aujourd'hui une Camerounaise, je pense que même nous tous, on doit être heureux. Puisque le Cameroun, on va dire comme ça, il y a un certain nombre de chaînes telles qu'Africa Media qui a pris pour option, qui a pris pour métier et donc travaille uniquement que pour dénigrer, pour détruire la Côte d'Ivoire. Mais en prenant cette influenceuse, ça va mettre à mal leur communication. C'est elle qui va nous permettre de les déconstruire. Vous voyez? Et donc, il faudrait que les uns et les autres chez nous sachent que oui, on a une occasion de présenter une autre image de la Côte d'Ivoire qui avait été présentée par ces médias-là d'Africa Media, qui n'était pas en tout cas un bon marketing pour la Côte d'Ivoire. Et donc, franchement, je dis bravo au COCAN pour ce choix-là. Ça a été judicieux et nous nous en félicitons. Et donc, nous pouvons que les encourager pour ces choix-là. Et bien évidemment, s'il y en a d'autres peut-être à ajouter, pourquoi pas. Et donc, c'est ce que je voulais dire pour ce choix-là. Maintenant, Aïcha Kone, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Je ne sais pas quand est-ce que vraiment la chanson même elle a commencé à le faire. Est-ce peut-être la venue, il croyait à la venue de Salif Keïta pour se racheter. Est-ce qu'elle-même je ne sais pas si elle a peut-être un peu fait référence au fait qu'elle se rend compte que côté PPACI, ça ne va plus, puisque en réalité, elle est PPACI. Ça, on ne va pas l'en empêcher. Hein. Et c'est pas parce que PPACI tombe en ruine qu'elle va essayer de se racheter. C'est pas parce que ceux-là même qu'elle faisait la pub, eux-mêmes, ils n'arrivent pas, qu'elle va essayer de se racheter. Sa chanson, on ne la veut pas. Qu'elle garde sa chanson, et puis c'est maintenant qu'elle se réveille. Le réveil est tard, hein, ma chère. Tu comprends, Aïcha? Je ne sais pas, ce réveil-là, qui c'est qui te l'a conseillé, mais c'est trop tard. Tu peux garder ta chanson, et puis d'ailleurs même il y a quelques éléments de cette chanson-là, je ne sais pas, en citant les Damenan Picasse, je ne sais pas, pour quelqu'un qui vient chanter pour le Prado, qu'est-ce que Damenan Picasse, quand on sait tout ce que ce gars-là a scéné, vient chercher dans ta chanson. Donc elle est mauvaise, elle est mal construite ta chanson. Donc tu peux même jeter ça à la poubelle. Le président n'en a pas besoin. Voilà. Maintenant, chers frères éclaireurs, je vais revenir sur les inquiétudes que notre frère Sundiata met fois souligner ici. Ça concerne le manque d'enseignants. Vous savez que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a vraiment transformé le visage de la Côte d'Ivoire, en tout cas pour l'éducation et sur tous les plans. Et donc, quand vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, certainement, il y a encore des retouches à faire, mais pratiquement, il y a des écoles dans tous les villages. Pratiquement tous les villages sont électrifiés. Il y a des routes qui relient tous les villages. En ce moment, il y a du reprofilage lourd et le bitumage continue. Et l'élément frappant, c'est que
tous les villages, je dis bien tous les villages ont aujourd'hui des écoles primaires. Et donc, vous voyez aussi que ça et là, des collèges de proximité. Le gros problème que notre frère Sundiata a souligné, c'est le manque d'enseignants. Quand je prends l'exemple de mon canton, vous avez 11 villages et donc 10 villages où vous avez des classes, 6 classes par village. Et que dans chaque village, vous avez maximum 3 enseignants, sinon 4. Et le reste, c'est des bénévoles. Les bénévoles, ce sont ceux qui ont un certain niveau qui peuvent, en tout cas, donner un peu d'enseignement à nos enfants qui sont dans le primaire. Mais ces bénévoles, ils font du grand boulot, puisque, on va dire comme ça, c'est des suppléants. C'est des gens qui viennent en renfort, qui viennent, on va dire, combler le déficit d'enseignants dans nos écoles. Or, l'avenir de ce pays-là repose sur ces enfants-là qu'on enseigne. Mais un bénévole qui est payé dans certains des cas à 25 000, 50 000, voire 75 000 maximum, et qui a des difficultés même pour rentrer en possession de cette somme, est-ce qu'on va en vouloir aux gens du village ou bien du quartier? Je ne crois pas. Car nos parents même, ils sont en difficulté pour certaines cultures de rente, d'asservissement, parce que ces cultures-là, ils ont besoin de les vendre pour pouvoir, en tout cas, avoir de l'argent pour la rentrée scolaire de leurs enfants, de nos enfants. Et par ricochet, payer nos bénévoles qui font ce grand effort dans les différents établissements. En faisant un petit calcul de façon rapide, vous savez que si les parents ne peuvent pas payer ces bénévoles-là, ils vont arrêter. Et donc, c'est l'avenir de nos enfants qui sont compromis dès le primaire. Puisque amputés des bagages intellectuels déjà au départ, sachez qu'à l'arrivée, même à l'université, ils vont avoir des sérieux problèmes pour ceux qui vont y arriver. Et donc, quand nous avons parlé maintes fois du problème de rente viagère, nous avons décrié aussi l'indemnité des députés. Nous avons 255 députés, dont chacun perçoit 2 650 000. Suivez bien la démarche. Pour un député qui va aller voter les lois, c'est vrai, c'est bien les lois. Mais en même temps, les lois, elles sont faites pour des hommes. Elles sont faites pour appliquer. Juste pour aller voter ces lois-là, une seule personne touche 2 650 000. On n'est pas capable de prendre des bénévoles, de payer des bénévoles, ne serait-ce qu'au SMIC je vais aller plus vite parce qu'il me semble que mon temps est très très limité maintenant. Le SMIC encore une fois c'est 75 000. Et là encore, faut-il que ces bénévoles-là puissent avoir ce minimum? Non, ils sont très largement en deçà de ceux qui sont dans les villages. Et donc nous avons toujours proposé, nous allons encore venir proposer la réduction drastique de l'indemnité des députés, des rentes viagères, de telle sorte que l'État ivoirien trouve solution à ce problème très, très important d'enseignement dans nos écoles, depuis le primaire jusqu'au secondaire. Il y a un très grand nombre d'instituteurs qui font défaut dans les écoles primaires. Parce que ces écoles-là ne vont pas tomber en ruine. Ces écoles-là ne vont pas rester vides. Car s'il n'y a pas d'enseignants, bien évidemment, les enfants ne vont pas venir s'asseoir à longueur de journée. Donc, à un moment donné, il faut les libérer. Et quand on les libère, malheureusement, c'est d'autres issues qui les attendent. Et donc, pour les députés, nous proposons, au lieu qu'ils touchent des indemnités de 2 650 000, ils peuvent eux-mêmes, de façon vraiment judicieuse, dire oui, nous abandonnons nos 650 000 au profit des instituteurs, sinon au profit des bénévoles qui font du gros travail dans nos écoles primaires. Ça, je parle d'abord du primaire. Voilà.
Et quant au rente viagère, tout le monde comprend bien que quelqu'un qui ne fait plus rien touche des millions à ne rien foutre. S'il meurt, c'est sa femme qui touche la moitié. Pendant que nos écoles sont vides, ils n'ont pas d'instituteurs. Les nouveaux instituteurs, vous-même, vous savez très bien. Quand ils viennent, il faut attendre 6 mois, voire 1 an avant de toucher. Ça, vous comprenez qu'avec ce système-là, ça ne va pas, ça ne marche plus. Ce poste-là n'attire plus. Et donc, on est en train de mettre en péril notre éducation nationale. Donc, je souhaite, en tout cas, nous souhaiterons que ces deux instances-là, déjà, puissent faire effort d'eux-mêmes. Assalé Tchemoki, qui n'arrête pas de se plaindre, pourquoi n'a-t-il pas parlé des rentes viagères? Pourquoi ne fait-il pas cas de ces bénévoles que nous prenons pour combler le déficit d'instituteurs dans nos écoles? Il ne pense qu'à sa poche. Il est déjà député et il se plaint qu'on veut lui voler son poste de maire. À ce sujet, ce cumul de postes, député maire, voilà un monsieur comme Daon Paulet, qui est député maire, il était ministre, tout le monde a vu comment il a traité le dossier de nos stades, qui, au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas où est-ce qu'on va en arriver jusqu'à la CAN. Et le nouveau ministre, le premier ministre qui est en train de faire des nuits blanches, parce que il lui appartient maintenant de faire des nuits blanches, chose que Daon Paulet n'a pas fait. Daon Paulet, c'est normal, nous avons décrié le cumul des postes. Il est à la fois député maire, il était ministre des Sports, certainement il occupe d'autres fonctions. C'est pour ça que l'école qu'on a présentée, on se demande si c'est vraiment en Côte d'Ivoire. Bien oui, c'est à Tegoubé, à Abidjan, une école où des bâtiments même sont occupés par des squatters, sinon des locataires qui louent. Une école où il y a des mares très sales. Et ça, ce monsieur-là, et lui, il veut être, dans son entendement, il veut être ministre-gouverneur. C'est impossible, ça ne peut pas arriver, on ne peut pas le concevoir. Donc, cher frère, je vais m'en arrêter là, je crois que mon temps est déjà épuisé. Donc, je vais laisser la parole aux autres personnes. Si vous avez quelque chose à ajouter, je reste à l'écoute. Simplement vous dire merci, et j'allais effectivement revenir sur le cas des écoles. Même, je veux dire, dans le week-end, il y a 2 ou 3 villages du Nord qui m'ont appelé et qui m'ont dit, écoutez, dans notre village ici, on a une école de 6 classes, mais on n'a qu'un seul enseignant. Et qu'est-ce qu'on fait? Et ça tombe à pic que vous parliez du même problème. Ça veut dire que c'est un problème qui est très général. Et si je ne m'abuse, l'un des villages s'appelait Kérébadougou. Je pense bien. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et vous venez encore de citer le nom de certaines autres localités. Et je crois que ceux qui sont en charge de l'éducation nationale, notamment la ministre, devraient prêter attention à ces défaillances-là. Puisque les enfants du nord de la Côte d'Ivoire, leurs parents payent les impôts autant que les enfants du sud, de l'est, de l'ouest et de toutes les autres parties. On ne peut pas accepter, et il est inacceptable, qu'une partie de la République soit mise en retard par le fait du manque d'enseignants. Ce n'est vraiment pas du tout acceptable. Je voudrais me convaincre que le ministère sait l'ensemble des établissements publics en Côte d'Ivoire. Et c'est des établissements publics que je vous parle, bien sûr. Et me dire qu'il n'y a pas d'enseignants dans certaines écoles, cher aîné, je ne sais pas comment on explique cela. On peut construire une salle de classe, mais on oublie d'y faire parvenir les enseignants. C'est un problème, c'est inacceptable. Et ça, il faut qu'on puisse le dénoncer. Il est plus difficile de construire une salle de classe que d'avoir un enseignant. C'est vrai, on me dira, mais une salle, une fois qu'on la construit, mais l'enseignant doit le payer toujours. Mais c'est en fonction aussi du programme du gouvernement. Et dans ce programme-là, c'est un aspect global des choses qui est pris en compte. Et donc, ces enseignants devraient être à leur position. Et il est important que dans les inspections régionales, s'il vous plaît, les inspections régionales, des notes soient données pour expliquer pourquoi il y a des écoles du CP1 jusqu'au CM2, on n'a qu'un seul enseignant. Il faut qu'on puisse situer les responsabilités. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe.
Tous les enfants doivent avoir la même chance. Et ça, pour essayer de régler ce problème-là, on vient de vous donner la solution. Ces sommes énormes qu'on jette à l'eau, parce qu'un député, si tu as vraiment été un député qui aime ton pays là, tu ne t'attends pas à ce qu'on va te ruiner ton pays pour te donner ça. Un homme qui a vraiment servi son pays avec amour, tu n'attends pas qu'on ruine, qu'on viole ton peuple, soi-disant rente viagère. On peut simplement diminuer ces rentes viagères-là. À quand le jour que nos hommes politiques vont faire un sacrifice? De la manière vous demandez au peuple de faire des sacrifices pour aller vous voter, pour aller faire ceci, cela. Quand est-ce que vous, un jour, vous allez faire un sacrifice pour voter une loi qui va arranger le peuple? On nous dit que l'école est obligatoire. Mais cette école peut être obligatoire dans une école où il n'y a qu'un seul enseignant pour 6 classes. Ne soyons pas dans les amalgames. Soyons cohérents dans ce que nous faisons. Soyons cohérents dans ce que nous disons. Ce problème-là est plus visible dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et demain, on va dire qu'ils ont refusé d'aller à l'école. Non, les gens n'ont pas refusé. C'est le gouvernement qui n'a pas joué son rôle à travers la ministre de l'alphabétisation et de l'éducation nationale. Et ça, nous le décrivons ici tous les jours. Non seulement la multiplicité des manuels est un piège sans fin qu'il faut cesser, mais le manque des enseignants aussi est devenu un problème qui commence à mettre les parents dans une autre dimension mentale, à se dire, mais est-ce que vraiment on ne nous trompe pas? Cher ministre, madame la ministre, ne soyez pas la personne par qui le programme du président Ouattara sera saboté. Madame la ministre Marietou Koné, ne soyez pas cette personne par qui vous allez hypothéquer l'avenir de nos enfants dans nos villages, dans nos contrées, dans nos campements. Ce n'est pas parce que ces enfants sont nés dans des villages, dans des campements, dans des zones reculées, qu'ils n'ont pas les chances et qu'ils ne doivent pas avoir les chances que les autres ont. Cela est inacceptable. Nous vous interpellons et nous allons continuer à vous interpeller. Et nous pensons et nous souhaitons que nous soyons entendus au moment opportun. Il ne faut pas attendre en avril ou bien en mai pour dire qu'on cherchait des enseignants. Tout est une question de planification. On ne peut pas nous dire que le gouvernement a été construit des écoles et a oublié de faire venir les enseignants. Ce n'est pas vrai et nous ne l'accepterons jamais. Trouver les enseignants qu'il faut, pour les écoles qu'il faut, c'est le deal, c'est le contrat qui est entre vous et nous, parce que de suite là, on vient de voter le budget 2024. Donc là, on ne peut pas tromper le peuple sous le gouvernement Alassane Ouattara là. Tout ce qui va servir pour l'enseignement, ce sont des milliards et des milliards. Être capable d'engager des enseignants ne doit pas être la chose la plus difficile. Et donc, on ne va pas tergiverser sur cela. Il faut que votre ministère prenne ses responsabilités pour mettre fin à cet état de fait qui n'est pas du tout reluisant pour la Côte d'Ivoire. Cher Aîné, c'est ce que j'allais ajouter. Oui, merci beaucoup. En tout cas, c'est bien détaillé. Comme vous avez fait appel à nos députés, donc dans les calculs, s'ils font vraiment mention honorable en laissant tomber, sinon en nous font les 650 000 qui est le complément de 2 millions, ça nous fait, en prenant des bénévoles qui seront payés au SMIC 75 000, ça nous fait 736 écoles primaires qui auront au moins 3 bénévoles par école, et donc ça, au grand bonheur de nos parents. Mais ces bénévoles-là, il y en a qui sont payés 25 000, vous voyez? Non, les bénévoles, même par définition, même ne sont pas payés. Et ceux même qui sont payés 25 000 même sont chanceux. Voilà. Parce que ça ne tombe pas régulièrement et ça ne tombe pas aussi tous les 25. Donc, c'est vraiment, s'ils reçoivent ça, c'est une chance. Pourtant, pour tout le travail qu'ils font, vous voyez. Donc, vraiment, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. Pour dire simplement que c'est la rentrée scolaire et que c'est assez difficile. Je souhaite encore que le ministre
du commerce extérieur augmente la taxe à l'importation des produits agricoles que nous produisons sur place afin d'aider nos paysans à scolariser leurs enfants. Avec cette taxe d'importation pour les produits qui se trouvent sur place, qui se cultivent sur place, on va prendre ça pour sponsoriser les parents qui sont en difficulté d'assurer la rentrée scolaire. Donc, je crois que c'est le ministre du Commerce extérieur et le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation peuvent bien s'entendre et donc, avec le ministère de l'Agriculture, du commun accord, ces trois ministères-là peuvent travailler dans ce sens-là. Donc, c'est ce que je voulais juste ajouter avant de laisser et donc souhaiter bonne émission à tous. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Sur ce, on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille du côté de Paris. Merci beaucoup. Ok, merci infiniment. Oui. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Aujourd'hui, mon édito a pour titre Union de prière. Mais pourquoi nous demandons une union de prière autour de notre Père? Eh bien parce que Aïcha Koné a chanté pour notre papa. Oui, Aïcha la sirène a eu la mauvaise idée de chanter pour le grand homme après l'avoir vilipendé pour l'on ne sait quelle raison que celle qui nous dit qu'elle avait jeté son dévolu sur lui alors qu'il était tout nouveau premier ministre de Feu Félix Houphouët-Boigny. Et depuis que Prado lui a cassé le cou, la belle Aïcha ne décollait pas. Elle livre bataille sur tous les fronts contre lui. Sur le front politique, sur le front social, sur certains fronts même où le Prado n'a jamais mis les pieds. Mais la sirène vient de nous surprendre avec quelle chanson? Une chanson pour chanter les louanges du Père? Vraiment? Aïcha, nous te posons cette question. À quoi rime tout ça? Nous sommes inquiets. Oui, parce que quand Aïcha chante à la gloire d'une personnalité, c'est la poisse qu'elle répand autour d'elle. Babou en a fait les frais. La chanteuse de Moribayassa est comme une sirène, d'où l'expression « écouter le chant des sirènes ». C'est la stratégie de la sirène dans la mythologie gréco-latine. La sirène qui est une créature marine, mi-femme, mi-poisson. C'est elle que nous appelons chez nous Mami Wata, la femme de l'eau. Et ces créatures sont réputées pour attirer les marins avec leurs chants, en vue de les noyer. Seulement, cette fois, la sirène ne pourra pas noyer sa victime. Et pour ça, nous allons veiller à détruire son côté maléfique. Alors, avant que la malédiction ne prenne, chers miens, nous vous invitons à une union de prière pour tuer dans l'œuf l'effet maléfique de Aïcha Mami Wata. Merci et à bientôt. Nous disons infiniment merci à Mère Blanc pour ce brillant texte, un texte qui avertit et qui nous permet d'être dans de bonnes dispositions pour éviter le piège. En réalité, derrière tout cela, c'est une stratégie quand on a vu Laurent Gbagbo taper le garde à vous pour obtenir la libération de ces chiens de guerre. Quand on a vu Laurent Gbagbo menacer, faire sortir ses griffes, qu'il n'a rien obtenu. Quand on a vu Aïcha Koné, pour blesser la dignité du chef de l'État, chanter pour les dictateurs aux gueules cassées. Quand on les a vus ici humilier le chef de l'État en août 2022, ça fait beaucoup. Et c'est très peu qu'on vient de vous citer. Ces personnes n'ont pas changé d'intention.
Comment faire aujourd'hui pour libérer les chiens de guerre de Laurent Gbagbo pour qu'ils puissent reprendre la guerre en Côte d'Ivoire? C'est ça l'objectif de cette chanson. Mais Alassane Ouattara n'est pas né de la dernière pluie. Il a aujourd'hui plus de 80 ans. Je crois que quand on a vécu aussi longtemps sur la terre, même quand on n'a pas été sage ou on n'a pas atteint la voie de la sagesse, on a au moins le minimum qui s'appelle la prise de conscience et la conscience de soi. Et Alassane Ouattara est un sage et il regarde tout ça et ça le fait sourire parce qu'il sait qui vaut quoi, qui fait quoi. Et donc, chers militants, ne vous laissez pas distraire. Laissez Aïcha dans ce qu'elle est. Continuons notre chemin. Continuons à renforcer notre présence autour du vieux. Continuons notre chemin vers le développement. Laissons-les dans ce qu'ils... C'est eux qui avaient dit qu'en septembre, pendant les élections, ils vont brûler la Côte d'Ivoire. On leur a dit, Côte d'Ivoire que vous voulez brûler là. Nous-mêmes, on va vous donner pétrole avec allumettes là. Et puis, on va mettre feu dedans. Mais c'est que vous-même là, on va vous braiser dedans aussi. C'est tout ça, ils ont échoué là. C'est tout ça qui a échoué. Ils veulent maintenant nous tromper. Ça ne passera pas. Votre miel là, c'est pas dans nous notre oreille vous allez mettre. Ça ne passera pas. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons aller avec le dernier intervenant, qui est le cyclone puissance 1000. C'est avec lui que nous allons terminer l'émission d'aujourd'hui. Nous disons merci à tous ceux qui ont été présents. Merci à tous ceux qui portent de l'intérêt à nos émissions. Nous vous disons merci infiniment. Alors? Oui, alors, bonsoir, Éclaireur Pro-Vérité. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment allez-vous? Alhamdoulilah, ça va et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va très bien. Et de votre côté? Alhamdoulilah, tout le monde va bien. Que Dieu nous protège tous. Amen, amen, amen. Ok, donc vous avez la parole. Ok, éclaireur, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, je dis bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire. Vous êtes salués. Je dis bonsoir, madame la première dame, madame. Je dis bonsoir, madame, vous êtes salués. Je dis bonsoir à M. Tchemo Meïlet Kone, monsieur le vice-président, vous êtes salués. Bonsoir, ministre de la Défense, M. Téné Ibrahima Ouattara, vous êtes salués. Général Apalo Touré, vous êtes salués. Général Youssouf Kouyaté, vous êtes salués. Je dis bonsoir à tous les généraux, bonsoir à tous les officiers, surtout les soldats des rangs. Chers soldats des rangs, respect total, respect et considération à votre endroit, et ainsi qu'à toutes vos familles. Chers Ivoiriens, chers Ivoiriennes, vous êtes salués encore. C'est la Côte d'Ivoire nouveau. La nouvelle mentalité ivoirienne, ivoirien nouveau, avec Papa Ado et avec nous là. On calcule tout, on réfléchit avant de parler. Chers parents, des jours là, je vois sur les réseaux sociaux, affaire de Kokan, il y a une Camerounaise qui a été nommée, ça devrait être ivoirienne, chacun en train de donner son point de vue. Chers Ivoiriens, chers Africains, votre réflexion est, nous on respecte. Mais il s'agit de l'intérêt national, l'intérêt d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Tout est calculé, tout est mesuré et tout s'est planifié. Ce n'est pas les amateurs qui sont devant. Chers parents, il y a un moment, nous les Ivoiriens, oui, nous sommes fiers de nous parce que nous sommes un peuple qui travaille. Là, il n'y a pas de débat. En Afrique de l'Ouest, on est champion. Mais on ne peut pas dire qu'on est champion sans réfléchir, aller au loin. Chers parents, c'est vrai, à un moment donné, ça peut arriver. Mais stop, pour bien regarder encore. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour nous, pour la réussite de la carte, pour nous les Ivoiriens, pour que ça débute en Côte d'Ivoire? Il faut unir les Africains. Il faut accepter les Africains. Même les instituteurs publics, ils ont les places. Oui, chers parents, nous les Ivoiriens, on est respectés. Et on aime se faire respecter. Et notre place là, c'est là. Parce que quand on parle, on nous entend. Mais on parle des coupes d'Afrique, des nations.
jamais organisé en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne peut pas se passer avec nous les Ivoiriens seulement. Si on fait ça, c'est mon analyse. Hein. Je sais qu'il y a d'autres allées là, ils sont en train de m'insulter. Mais toi, tu m'insultes là, c'est ton problème. C'est ce que j'ai pensé. Si tu n'es pas d'accord, pour contacter Éclaireur Pro Vérité, il faut aller sur ton profil Facebook, il faut taper Éclaireur Pro Vérité. Là, l'écoute, nos lignes n'est jamais fermée à quelqu'un. C'est ouvert à tout le monde. Débat d'idées, programme, c'est ce projet-là. Parce qu'il s'agit de nos nations. Et il y a la dignité des Ivoiriens. Et il y a le respect des présidents qui va avec. Chers parents, nous les Ivoiriens, nous sommes sortis, on a parlé des stades. Chaque président a pris ça en compte. Et les nouvelles seront bonnes. Oui, parce que le président a pris en compte avec monsieur le Premier ministre, M. Pégré Mambé, et tous les membres du gouvernement complet. Il est temps de réfléchir. Il est temps d'organiser ces championnats pour que, même si ça finit, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'on parle encore, tellement ça doit être chic avec tous les Africains, chers parents. Chacun a sa place. Et la Côte d'Ivoire reçoit tout le monde. Et je répète, chacun a sa place. Personne n'est oublié. Mais il faut laisser au moment opportun que toi, on te fait face. On ne peut pas s'imposer. Quand j'entends d'autres Ivoiriens, on dit qu'on va boycotter la CAN, on va boycotter parce qu'on devait faire ça. Non. Nous sommes la population. Nous sommes gérés par le gouvernement. Et ce n'est pas nous, on va les dire quoi qu'il se soit. C'est vrai, on peut revendiquer. Mais il ne peut pas travailler ici avec nos programmes. Nous, on connaît quoi de la politique. C'est vrai, on parle de la politique. Si elle dit non, chers parents, chers Mao et Chao, excusez-moi, je suis en train de parler à la gare. Je suis à la gare ou bien je suis en train de parler. Voilà, il y a des mots là. Ne prêtez pas attention. Si elle dit non, on ne connaît pas politique, il y a des experts de politique ici. Il y a des champions de politique ici. Il y a des derbies de politique ici. Mais tout compte fait, nous qui ne connaissons pas, vous qui connaissez, notre objectif, c'est de réussir. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Vous avez dit que vous allez boycotter, vous allez saboter. Non. Non, c'est une erreur. Et puis grave. Oui, en disant ça, on manque d'abord respect à nos pays. On manque respect au président de la République. On manque de respect à tous les Ivoiriens. C'est pas là le problème. Comment vous réussir? C'est ça. Chacun d'entre nous doit se mettre en maillot pour la réussite de ces cadres, pour accompagner tous ceux qui sont désignés. Et puis Éclaireur, merci beaucoup. J'ai dit, même Dieu lui-même, à un moment donné, il parle de Satan. Mais Satan est mauvais, mais Dieu parle de Satan. Là où Dieu parle de Satan, là, c'est là qu'il doit parler de lui. C'est ça le problème. Nous, les Ivoiriens, qui ne t'ont pas désignés, c'est pas parce qu'on ne vaut rien, c'est parce qu'on est fort, c'est parce que c'est nous on accompagne, c'est parce que c'est nous on doit rester debout et surveiller autour, aux alentours de ces cannes pour la réussite. Point bas, tout ce qu'ils sont en train de dire là, conclusion là, la réussite. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que moi je fais pour que ça réussisse? Mais si on se met sur Facebook pour dire non, on n'a pas été désigné, parce qu'il y a longtemps on est sur Facebook, nous on va saboter, on va boycotter. Non, c'est vrai, je respecte ta décision. Mes frères, même pas la terre. Il s'agit de Cannes 2024 en Côte d'Ivoire. Jamais organisé, c'est de ça qu'on est en train de parler. Moi, je respecte tout ce qui était désigné et je salue, j'encourage tous les organisateurs qui sont autour de ces Cannes. L'objectif là, c'est qui peut faire que ça peut réussir. Suivez ça. L'émotion de tout un chacun. C'est vrai, l'émotion accompagne, mais ce n'est pas toutes les émotions qu'on prend pour travailler avec ça. C'est la réussite qu'on veut. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président de la République. Il ne peut rien. Ça là, il n'aura pas boycott. Ça là, je ne sais pas si on va péter que ça. Parce que c'est ça qu'on a à donner au président de la République. Pour sa récompense qu'il nous a donnée. Il nous protège, il fait tout pour nous, il envoie tout. Et il a dit, je vais organiser une CAN en Côte d'Ivoire 2024. Et ça va être la réussite totale. Nous, les détails là, ça ne nous intéresse plus. Comment faut réussir? C'est ça le problème. Ouais, force courage à tous les organisateurs. Et je laisse ça d'abord. Éclaireur, en toute sincérité, non, la Côte d'Ivoire,
la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Que tu veux ou pas, c'est un grand pays. Tchapara, on dit Dieu nous parle souvent, mais c'est nous, on ne fait pas attention. Sinon, Dieu nous parle à chaque seconde. Aïcha Koné. D'abord, chers Africains qui m'écoutez, Aïcha Koné, c'est une maman africaine. Elle s'est imposée à un moment donné. Et nous, là, si Aïcha Koné est devenue Aïcha Koné, c'est grâce à nos mamans et à nos chaos. Ouais, c'est nous on payait, c'est eux qui payaient tous les disques là. Mais aujourd'hui, ce qu'il a travaillé dans la tête, je ne sais pas. Mais quelque part, quand j'analyse, je vois que c'est une malédiction. Chacun doit assumer ce qu'il pose comme des sacs sur la terre. Ça n'engage que lui. C'est karma, il est dedans. Mais aujourd'hui, Aïcha Koné qui a insulté nos papas, incité les Ivoiriens dans leur dignité, dit à nos frères qui sont des mercenaires, elle-même ses propres enfants, pour liquider ça aux Maliens. Aujourd'hui, celles sont pour chanter. Bon, ce qui est sûr, moi-même là, je ne veux pas écouter. Ça ne m'intéresse pas. Mais tout qu'on fait, c'est elle qui dit, elle se dédie. La Côte d'Ivoire a sa place. Le président de la République est avec les Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire est bien sécurisée. Et on avance avec le développement. Donc, Tchapara, Aïcha Koné, nous on sait. On connaît. Ce qu'on ne sait pas, là, on va les demander. Ils vont nous dire. Ce n'est pas de la bonne foi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Parce qu'elle est ivoirienne. C'est Dieu qui nous est vraiment piégés avec ces Mao tordus et portés portant. Nous, on est obligé d'accepter. Mais accepter avec la vigilance. Accepter avec les... il faut qu'on réfléchisse. Ce n'est pas hasard. La sortie de Picheri Palais, la sortie des Chaponais et la sortie des Soroïs, c'est pas. Ils ont tapé poteau. Ils vont taper poteau. Et ils continuent de taper poteau. Et nous, on va les marquer propres. Parce que la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un pays de plaisantin. Et nous, les Ivoiriens, et nous, on va clair avec la République des présidents de la République. Faites la politique autrement. Faites la politique en donnant la vie. On ne peut pas faire la politique en ôtant la vie d'autrui. Nous n'allons jamais accepter et on a perdu beaucoup. Et les trucs nuisibles que la Côte d'Ivoire, quand on a dépassé, et nous on veille au gré. Tous les paramocos, tous ces messages qui sont sur les réseaux sociaux, vous écoutez même parce que vous êtes là-bas. Parce que les frères sont là, c'est vous qui nous donnez. On ne peut pas dévoiler tout ici. Mais on ne peut pas avoir un grand nation sans des vrais militants. Les militants radicaux, radicales, terpis, sans réfléchir. Et nous serons, et on va témérer radical. Éclairé, merci beaucoup. Tu es un chef. Éclairé, Wallah Bidé était vrai. C'est pas parce qu'il parle devant le monde entier. C'est pas parce qu'il parle devant toi. Éclairé, si tu n'étais pas bon, j'allais dire. Je sais que Wallah était vrai. Éclairé, depuis je te connais. Toi, tu es la seule personne qui fait direct, qui donne les vraies informations, qui a une équipe bien organisée. Et on sait ce qu'on fait. Mais tu es la seule personne qui partage le direct de tout et chacun. Frère, tu n'es pas un Nyambo. Tu veux que les messages passent, quel que soit de la personne que ça va venir. Ça va servir les Ivoiriens et ça va servir les Africains. Tu pousses tout le monde. Mais on dit chez nous, il y a un proverbe qui dit Koni ne ressortit bana kita. N'entendez kita, comment pas non? Nous là, ça va aller. Et ça, c'est déjà parti. Parce que nous, de dire là, c'est la vérité. La vérité, c'est pas tout le monde qui peut écouter. Et tous ceux qui écoutent, les directs éclairés pour vérité, et les Mao et Chao, vous êtes des vrais. Nous, on est fiers de vous. Nous, on prie Dieu, que Dieu met la baraka dans tout ce qu'on fait. Dieu nous protège, ainsi que nos beaux pays. Tous les petits Guinéens qui Guillaume Soro, les Maliens qu'il a appelés, les Soulés de Paris, les Zoulous de Gangaba, comment dirais-je, lui qui était à Mala, je ne veux même pas dire son nom. C'est les Guinéens, la Guinéka, les généraux. C'était les frères, on le connaît à Yopougo. Mais c'est cela qui dénigre la Côte d'Ivoire. Un vrai Ivoirien ne peut pas dénigrer la Côte d'Ivoire.
parce que c'est un bien commun. On n'a que la Côte d'Ivoire qui nous réunit tous. Et le président le sait très bien le faire. Éclairé, pour ne pas trop monopoliser. Après le direct, nous, on va chercher pour nous. Nous, on ne compte pas sur quelqu'un. Donc, allez, là, on ne doit pas trop prendre le temps. Sans oublier, je dis bonsoir à mon amiral et à tous les Angleterres, tous les Mao, vous êtes salués. Éclairé, je veux m'arrêter là. Je vous dis merci. Vraiment, merci beaucoup le Cyclone. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et c'est à vous que reviennent les remerciements. Hein? Parce que c'est vous qui animez aussi, qui donnez aussi vie à ces émissions-là d'une certaine façon. Et donc, les encouragements vous reviennent au même titre. Vraiment, merci pour votre présence. Merci pour le grand travail que vous faites. Et en ce qui concerne les partages, il faut savoir que nous, notre intention, elle est simple. Tout ce qui peut aider à faire la promotion de la connaissance, à ouvrir les esprits et surtout à donner une bonne image du président de la Côte d'Ivoire, vous verrez que nous partageons sans regarder les personnes. Parce que nous ne sommes pas dans un combat individuel. Et c'est ça qui est le plus grand mal. Quand dans un combat pour tous, on s'identifie et on veut faire un combat pour soi-même. Non. Dans la vie, là, comme nous enseigne le Tao Te Ching, ce sont des règles naturelles de la vie. Tout ce que tu dois avoir dans ta vie, là, tu l'auras. Et tout ce que tu n'auras pas, là, tu n'auras pas. Ça paraît bête, mais c'est très vrai. Voyez-vous, tu peux te battre pour quelque chose. Ce quelque chose, tu vas l'obtenir, mais ça va être la source de tes malheurs. Tu peux te battre pour quelque chose, l'obtenir de la mauvaise des manières, mais tu ne seras jamais en paix avec ta conscience. Alors que nous autres, nous cherchons même à être en paix avec notre conscience. Et donc, nous faisons l'effort que nous pouvons pour être en harmonie avec nous-mêmes et voir notre destin en chacun de ceux qui sont différents de nous, c'est-à-dire en l'autre. Et c'est ce que nous recommandons. Et la vérité n'a jamais été tendre. Ça, ceux qui se trompent, il faut le leur dire. La vérité, là, la vérité n'est pas douce. Quand quelqu'un doit te dire la vérité, là, même la personne même qui te dit la vérité, même se sent gênée. Mais pourtant, il faut bien qu'on la dise. C'est pourquoi vous verrez sur cette plateforme, on va applaudir quelqu'un, mais dans la même seconde, on le fâche. On sait très bien ce qu'on fait. Parce que nous, on ne peut pas suivre Alassane Ouattara et dire comme on est au pouvoir aujourd'hui, on va le tromper et on va essayer d'être ses plus grands malheurs. Pour chaque dirigeant, quand Dieu veut abandonner un dirigeant, ceux qui sont autour de lui, ses soutiens, ceux qui étaient censés le soutenir, deviennent incapables à lui dire la vérité. Et une fois que le dirigeant se retrouve dans un tel contexte, c'est fini, sa chute est programmée. C'est bien cela que nous voulons inviter. Et surtout ne pas mentir aux Ivoiriens pour qu'ils disent, mais vous, on a pris des années pour vous écouter. Mais pourquoi vous ne nous avez pas dit la vérité? Qu'est-ce qui vous a empêché de nous dire la vérité? Ce poids historique-là. Si on vous pose cette question et que vous n'arrivez pas à répondre, c'est que vous avez trahi le peuple. Même les gars même qui sont là, on sauve vos vies. Quand on vous dit que si vous sortez, ce qu'on va vous faire là, ce n'est pas de l'amusement. Mais, et puis on va sur le terrain pour vous attendre. Mais vous n'êtes pas suffisamment courageux. Dites-nous merci d'avoir sauvé vos vies. Et je vois aussi beaucoup qui sont là. Adaptez vos langages. Sinon demain, quand le pouvoir ne sera plus là. Hey, le pouvoir n'était pas là avant. Mais là, tout le monde n'est pas mort. On ne peut pas bâillonner les gens ou effrayer les gens. Ah non, vous les gens du RHDP, vous parlez aujourd'hui. Quand le pouvoir va changer là, vraiment, ça va se passer mal. Mais ce qui va se passer mal là, on va se faire mal. Parce que personne n'a peur de son ami dans le pays là. Et personne ne va laisser quelqu'un l'effrayer dans le pays là. Qui peut effrayer qui dans le pays là? De la même manière que ceux qui s'estiment garçons là, c'est comme ça, nous aussi on est garçons pleins aussi. Donc là, on ne peut pas laisser des ignares parler au nom de la Côte d'Ivoire et dire non, comme on est au pouvoir, il faut se méfier.
On ne se méfie pas. Et puis on veut voir ce qui va se passer. Et puis ce qui va se passer là, nous on n'a jamais dit que c'est Alassane Ouattara qui va venir nous protéger. Nous on n'a jamais compté sur Alassane Ouattara pour nous protéger. Ils disent qu'ils ont fait leur désarmement. Nous on a compris. Mais chacun sait sur quoi il compte. Donc là, que chacun communique, que chacun donne son idée, que chacun donne sa pensée. Nous sommes dans un monde libre et les gens doivent être capables de donner clairement leur pensée. Il y a aussi une de nos mères qui m'a envoyé un message. Les insultes là, ça ne m'intéresse pas. Je ne lis même pas, je suis déjà habitué à ça. Mais elle n'a pas insulté. Elle dit non, vraiment, dans vos vidéos là, vous avez insulté les Burkinabés, c'est comme ci, c'est comme ça. Maman, il faut plus jamais refaire ça. Si tu es vraiment une maman là, moi je ne suis pas quelqu'un avec qui on peut s'amuser. Un, prends une de mes vidéos et montre où j'ai insulté les Burkinabés. Ça c'est un. De deux, le frère Momo qui intervient là, il est intervenu dans quel contexte? C'est un Burkinabé qui est